Moi, j'ai une équipe à l'exécutif de la CSN, une équipe formidable. Alors, j'ai Pierre Paquette au secrétariat général, Monique Simard à la première vice-présidente, Léopold Beaulieu. J'ai mon ouvrier, j'allais dire mobilisateur, comme pas un, Roger Valois. J'ai Christophe Auger, il y a eu Céline Lamontagne, bon, parce qu'il y a eu aussi du changement. On avait une puissante équipe, puis disons, ça roulait de façon extraordinaire. Puis il y avait une chimie, il y avait une très très bonne chimie. Septembre 83, là j'ai assumé le mandat, j'allais dire, non seulement avec conviction, mais avec détermination, parce qu'on est dans un contexte tout à fait différent. Je veux rappeler que du temps de Marcel Pépin, jusqu'à la fin des années 70, on est dans les 30 glorieuses. Le taux, disons, de création de richesse dans le PIB est en moyenne de 5%. C'est le plein emploi. Donc, je dirais, la pratique syndicale est une pratique offensive, au sens où il faut ramasser le maximum qu'on peut ramasser, d'abord pour... je dirais, l'équité, pour que les gens participent à la richesse, mais aussi pour faire en sorte qu'on puisse établir des politiques publiques qui soient pérennes, qui soient dans la durée. À partir des 3 secousses sismiques de 80, 81, 82, où là, on rentre en récession, c'est-à-dire le PIB chute, le PIB est négatif. Il y a une grave crise des finances publiques. Au plan syndical, la crise de 81-82 a fait en sorte que la maison des certitudes que nous avions s'est lézardée. Alors, les points de repère n'étaient plus les mêmes, on ne pouvait plus compter sur les mêmes points de repère. Alors, ce qu'on a fait, on a créé 14 comités sur 14 sujets différents, composés de gens en responsabilité dans la CSN et de salariés, composés de militants qui viennent de la base et composés de gens extérieurs à la CSN pour réviser, réfléchir sur 14 sujets différents. Et pendant 1 an et demi, ces comités-là ont travaillé et on a fait remonter l'ensemble des propositions pour tenir un congrès spécial d'orientation en mars 85. D'où on a tiré, je dirais, 4 grandes priorités. La première, ça a été, il faut qu'on s'investisse à nouveau dans les entreprises et les établissements. En fait, l'analyse qu'on a faite, c'est qu'on peut pas laisser au secteur privé le soin de développer l'emploi comme il veut, de piloter le développement économique comme ils veulent. Il faut qu'on ait un mot à dire sur les changements technologiques, sur l'organisation du travail, sur la planification de la formation professionnelle, bon, etc., etc. Deuxième priorité, c'est se doter nous-mêmes d'instruments de développement économique. Alors, ça a donné disons, le regroupement des caisses d'économie de la CSN, ça a donné Bâtirante, ça a donné Fonds d'action, ça a donné MCE Conseil. Alors là, Léopold occupe, disons, une position de pôle sur cette réflexion-là. Troisième élément qu'on s'est dit, il nous faut
que, comme CSN, on soit dans les grands lieux d'élaboration des politiques publiques, à la Caisse du dépôt, à Investissement Québec, enfin, à l'époque, la Société générale de financement, etc. Donc, une politique de présence active et même agressive. En même temps, compléter les services publics. Alors, il y avait 2 chantiers importants à l'époque, les garderies. Alors, pendant 20 ans, les femmes ont formé des garderies. Il y avait 2000 garderies. Alors, on s'est dit, puis on a commencé ça un petit peu avant mars 85, que si on va se chercher une masse critique de personnes syndiquées, on va pouvoir forcer le débat et amener le gouvernement à s'asseoir à une table où on va négocier un ensemble de conditions pour le développement des garderies. Je rappelle que les garderies à l'époque, et encore aujourd'hui, fonctionnent en mode d'économie sociale. C'est des coopératives, c'est des URBNL, c'est les parents qui sont, disons, à la pôle, à la direction de ces organisations-là. Donc, le modèle qu'on pensait, et qu'on pense toujours, c'est, oui, il nous faut une politique, disons, une politique publique de garde, mais il faut que la gestion soit décentralisée et appartienne aux parents, au lieu d'étatiser, c'est-à-dire d'intégrer ça dans l'école, comme la CEQ à l'époque le proposait. Nous, on disait, non, c'est en mode d'économie sociale. Ça a été pour les centres ce qui est devenu les centres de la petite enfance. Deuxième, c'est les ambulances. À l'époque, les services ambulanciers, c'était les croque-morts qui s'occupaient de ça. Et très, très concrètement, ils faisaient bien plus d'argent à ramasser des macabées, des cadavres, que de transporter des blessés. Il y avait 19 entreprises privées à l'époque. Alors, c'était avec Mario Coton. Finalement, la première opération qu'on a faite, ça a été de sortir le secteur privé de ce secteur-là, de créer une coopérative. Plus tard, c'est devenu, en santé, mais dans le reste du Québec, c'est encore des coopératives. Et notre dernier je dirais, bloc, ça a été la lutte aux inégalités, aux discriminations. Donc, ça a été tout le front des femmes qui étaient déjà en marche depuis fort longtemps, mais les batailles pour l'équité salariale, la question des immigrants, la question, disons, de la reconnaissance des droits égaux pour l'orientation sexuelle. Donc, tout un front sur la lutte aux discriminations, la lutte aux inégalités. Donc, ce congrès d'orientation, je dirais, nous a amené à transformer l'approche stratégique au plan syndical pour qu'au lieu d'être uniquement dans la revendication, on soit aussi dans la proposition et, je dirais, dans le développement d'un rapport de force qui ferait en sorte que non seulement ça serait profitable pour nos membres, mais ça sera profitable pour l'ensemble de la société. La crise de 81-82, ça a été un choc pour toutes les organisations syndicales. Qu'on le veuille ou pas, à partir du moment où on passe, disons, d'une période de croissance économique régulière, où on produit de la richesse et dont l'objectif pour les organisations syndicales, c'est d'essayer de voir en sorte qu'elles se partagent mieux, et qu'on passe à une période où on n'est plus en croissance économique majeure, mais je dirais même il y a eu décroissance. Alors, les points de repère sont différents. On est obligé de réfléchir à l'ensemble du contexte. Alors, c'est sûr que le gouvernement Lévesque, disons, a forcé les organisations à réfléchir rapidement. Et à un des sommets économiques importants est sorti 2 propositions. Est sorti Corvée Habitation et les fonds de travailleurs, en fait, le fonds de solidarité. À la CSN, en particulier, Corvée Habitation, ça allait très bien. Enfin, le secteur de la construction était tout à fait en faveur. Sur la question des fonds de travailleurs, il y a eu réticence dès le point de départ. Et je dirais que ça a pris les réflexions qui ont précédé le congrès spécial de mars 85 pour, je dirais, développer une proposition globale
de repositionnement de l'organisation quant au développement économique, dans lequel il y a aussi la question, bon, pour nous, c'était fonds d'action. Mais, y compris fonds d'action, c'est avec une vocation d'économie sociale et solidaire. Hein? Je rappelle que on vise le développement durable, on vise la gestion participative, on vise l'économie verte. Donc, il y a une vocation très, très particulière de donner à fonds d'action qui est un peu différente de fonds de solidarité. Autrement dit, la CSN a intégré, je pense, l'innovation en termes d'être une organisation qui s'implique dans le développement économique, mais avec une perspective sociale évidente. Et c'est cette perspective-là qui a, je dirais, légitimé, qui a permis à l'ensemble des membres de la CSN d'embarquer dans cette innovation sociale qui est enviée. Hein? Bon, j'ai suffisamment fait le tour du monde, moi, pour vérifier comment les gens trouvent que le mouvement syndical québécois est particulièrement novateur, notamment dans cette dimension-là. Sans qu'on le dise de cette manière, ce qu'on a fait, c'est des propositions pour moderniser le modèle québécois. Alors, le modèle québécois hérité de la Révolution tranquille, c'est lequel? C'est essentiellement un État moderne qui assume les responsabilités, j'allais dire, à la manière social-démocrate. C'est pas un État social-démocrate au sens technique du terme, mais il y a plusieurs mesures social-démocrates qui visent, en fait, la participation citoyenne, mais surtout des politiques qui visent l'ensemble de la communauté. Dans les propositions de mars 1985, il y a eu ce qu'on a appelé l'élargissement du mouvement social. C'est-à-dire, après la crise de 81-82, là, il faut s'entendre entre nous, c'est quoi qu'on veut. Alors, il y a eu des grandes opérations. Alors, il y a eu les États généraux sur la ruralité. Il y a eu les États généraux de la coopération. Il y a eu le Front des femmes, la coalition des femmes. Il y a eu plusieurs rencontres sur le développement économique, la rencontre de Victoriaville, la rencontre de Sherbrooke. Ça va donner, je dirais, la base de la proposition sur l'économie sociale et solidaire. Il y a des grandes réflexions pilotées par l'État sur la réforme de la santé, les États généraux de l'éducation, le rapport de Michel Jean sur la formation professionnelle. Donc, je dirais, toute la société civile réfléchit et, je dirais, développe une cohésion, une cohérence dans les propositions. Et je dirais, l'exercice qui vient comme un peu cimenter ou en tout cas agglomérer l'ensemble de cette mouvance-là, c'est le Forum pour l'emploi. Le Forum pour l'emploi qui réunit, alors là, toute la société civile, y compris le patronat, y compris le CPQ, y compris les chambres de commerce. L'État n'est pas là, mais l'ensemble du mouvement syndical, l'ensemble du mouvement, disons, des grands réseaux, municipalités, universités, santé, formation professionnelle, etc. Alors, c'est un exercice qui nous amène à tenir des forums régionaux, à tenir des assemblées nationales. C'est là qu'on s'est entendu sur le rapatriement de la formation professionnelle. On s'est entendu sur une charte sur l'environnement. On s'est entendu aussi sur des propositions de création d'emplois, de création, disons, de développement sectoriel. Donc, je dirais, suite à la crise de 81-82, l'ensemble de la société civile s'est donné un projet par morceau. Tous ces organismes, y compris les organismes patronaux, partagent un même objectif qui est celui du développement du Québec. L'exercice de la commission Bélanger-Campeau
Lorraine Pagé était là, Louis Laberge, Serge Turgeon, ensuite il y avait moi-même. Alors moi j'étais le whip qu'on appelait des non-alignés, hein, parce qu'il y avait le bassin des fédéralistes, bon, avec les libéraux, il y avait le camp des souverainistes avec le Parti québécois, et puis il y avait la société civile, hein, c'est-à-dire c'était 50-50 partis politiques et société civile. Mais disons, chaque camp était divisé en deux. Alors, il y avait les libéraux, les péquistes, et puis il y avait le patronat et les fédéralistes, et puis, disons, les syndicats plutôt indépendantistes. Les fédéralistes ont, disons, une proposition de fédéralisme renouvelé, hein? Les indépendantistes ont une proposition, disons, d'autonomie politique. Mais les deux partagent une volonté commune de voir le Québec se développer. Alors, on peut diverger sur la traduction constitutionnelle de ça, mais on ne peut pas nier que tout le monde est à côté derrière un projet national. L'exercice de la commission Bélanger-Campeau, ça a été encore une fois un exercice du dialogue social. Alors, tous les acteurs étaient autour de la table, mais en plus, on est allé dans toutes les régions du Québec et toutes les organisations sont venues s'exprimer sur l'avenir du Québec, avec des contenus formidablement branchés sur les réalités des régions ou des secteurs d'activité. Je ne connais pas d'endroit au monde où on a réalisé ce genre d'opération. Beaucoup plus tard, j'ai présidé la commission des États généraux sur la situation et l'avenir de la langue française. Ouais. Ça a été du même ordre. Ça a été un exercice de dialogue social. Je dirais la commission Bouchard-Taylor, c'est un peu du même ordre également. Nos grands enjeux de société, là où ailleurs on règle ça avec des fusils, ici, on s'assoit, on met des gens qui ne sont pas nécessairement du même avis autour de la même table et on fait un exercice démocratique pour débattre des vrais enjeux de société. Moi, je trouve ça, c'est un indice de grande maturité de société. L'actuel gouvernement ne veut pas se commettre dans ce genre d'exercice, mais à mon avis, tôt ou tard, il devra le faire. À partir du moment où il n'y a pas de consensus dans la société, à mon avis, il y a une obligation de faire en sorte qu'on puisse réunir les acteurs pour qu'ils en débattent. Ça me paraît majeur. La proposition de Bélanger-Campeau, c'était de demander que le Canada fasse une offre de renouvellement du fédéralisme. Et sinon, on va aller sur un référendum sur la souveraineté. C'était ça la proposition de Bélanger-Campeau. Mais Bourassa est allé négocier une proposition et le référendum n'a pas porté sur la souveraineté. Le référendum a porté sur l'entente qu'il avait eue. Ça nous amène au référendum de 1995. En 1995, toute la société civile est très active dans le débat sur la traduction constitutionnelle
de ces projets qui ont mijoté pendant 15 ans, qui traduisent toute cette évolution, je dirais, d'une nouvelle pratique de société civile plurielle, variée, mais très inclusive. Je pense que du côté indépendantiste, on comptait sur un oui au référendum pour concrétiser très précisément toute cette orientation qui s'est bâtie au cours des 15 dernières années. Bon, ça a été non. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Moi, j'ai été le premier à demander au nouveau premier ministre qui s'appelait Lucien Bouchard de tenir des grandes assises sur l'économie et l'emploi au Québec. Alors, ça a donné le Grand Forum de 1996 sur l'économie et l'emploi. Et dans cet exercice, qui, à mon avis, est un des modèles d'exercice de concertation sociale, de dialogue et de concertation sociale. Alors, oui, on a été d'accord pour le déficit zéro, parce qu'il y avait un problème de santé des finances publiques. Okay? La réponse qui a été donnée à ça, ça a été de permettre à des gens de jouir des bonifications du REGOP qui étaient en surplus important. Alors, je ne veux rien que rappeler la petite histoire. L'État proposait que lui ne contribue plus au REGOP le temps que la Caisse s'ajuste à ses obligations. Nous, on a dit non. Ça, c'est du salaire différé. Et donc, ça ne peut pas servir à éponger les difficultés de l'État. Ça peut servir à bonifier les conditions de prise de retraite, et c'est ce qu'on a proposé. Alors, à l'époque, dans nos calculs, à peu près 15 000 personnes puissent en bénéficier. C'est l'État lui-même qui a bonifié les conditions, de telle sorte qu'il y a eu 32 000 personnes qui ont quitté le secteur public. Si c'était à recommencer aujourd'hui, à mon avis, on s'abstiendrait d'aller dans ce sens-là, tout en reconnaissant par ailleurs qu'il ne faudrait pas qu'ils pigent dans la caisse non plus. Mais la difficulté, ça a été la difficulté pour les institutions. Parce que les gens quittant, c'est souvent des gens très compétents qui quittent. Et donc, la transition a été très, très difficile pour les équipes de travail. Ça, il faut le reconnaître. Mais je voudrais quand même rappeler que tout en étant d'accord avec le déficit zéro, il y a eu des contreparties importantes qui ont modernisé le modèle québécois. Là-dessus, il faut arrêter de dire n'importe quoi. Bouchard est premier ministre, mais il y a un mouvement social omniprésent, omnipuissant, qui est la société civile, qui pendant 15 ans a développé une grande cohésion de position et qui, dans le cadre du sommet de 96, l'affirme et obtient ce qu'elle propose. Alors, dans ce sens-là, ça a été un acquis très, très important. Un acquis qui confirme d'autres acquis antérieurs. Je vous rappellerai que entre René Lévesque et, je dirais, Jacques Parizeau et Lucien Bouchard, il y a eu Robert Bourassa, numéro 2. Robert Bourassa, quand il est arrivé en 85, il a été très, très tenté par les rapports des sages qui proposaient la privatisation, l'allègement de l'État, la débureaucratisation, soi-disant, etc. Ces sages proposaient l'État provigo. Il y a eu une montée en puissance de la société civile. Je dirais le summum, c'est le manoir Richelieu. C'est à cette période-là. Hein? C'est-à-dire qu'il y a eu une montée en puissance du mouvement syndical pour contrer la volonté de Bourassa de faire ce virage ultra-libéral. Alors, Bourassa a enterré ces rapports-là. Et qu'est-ce qu'a fait Bourassa? Il nous a donné la première politique régionale avec Picotte. Il nous a donné la Société québécoise du développement de la main-d'œuvre avec Bourbeau. Il nous a donné la première politique de santé avec Marc-Yvan Côté. Puis il nous a donné les grappes industrielles de Gérald Tremblay. Alors, ces 4 politiques sont des politiques que la société civile mijotait depuis le début des années 80. Alors, le sommet de 96, je dirais, est une couche de plus allant dans ce sens-là.
Les caractéristiques des réformes de Bourassa et des réformes obtenues en 96, elles ne sont pas compliquées. C'est la présence de la société civile dans l'élaboration des politiques publiques et dans l'exécution des politiques publiques. Alors, autrement dit, on a, au cours de ces années, raffiné, modernisé le modèle québécois.